Bonjour à toutes et à tous, et merci à l'Espace Éthique, et merci Paul Loup et Vincent d'avoir créé ce groupe de travail, et puis ce bel ouvrage, et puis de me donner la possibilité de discuter un peu de quelques-uns des résultats que j'expose dans l'ouvrage avec vous. Donc jeudi dernier, 30 mars, la Haute Autorité de Santé publie de nouvelles recommandations, et on l'a évoqué brièvement tout à l'heure, concernant la vaccination des professionnels de santé. Elle préconise donc la levée de l'obligation de vaccination contre la Covid-19 chez ces professionnels de santé. Et que celle-ci, elle soit désormais fortement recommandée. Donc. Et parmi les motifs invoqués, le fait que l'épidémie soit désormais à un niveau faible, notamment. Le ministre de la Santé a indiqué qu'il suivrait l'avis de cette autorité scientifique. Le lendemain, l'Académie nationale de médecine publie un communiqué dans lequel elle préconise le maintien de cette obligation. Et parmi les arguments invoqués, le fait que le métier de soignant n'est pas, et je cite, n'est pas un métier comme les autres et qu'il implique un engagement moral respectueux du principe primum non nocere, en premier lieu, ne pas nuire, fondement de la médecine hippocratique. Plus que jamais, donc, et même au sein du monde des experts, la question de l'obligation fait débat. Et je propose donc d'apporter quelques éléments de contribution à ce débat du point de vue de l'anthropologie et notamment, plus précisément, du point de vue d'une enquête réalisée à l'été 2021 dans un service hospitalier de réanimation de la PHP pour un peu mieux comprendre ou essayer d'un peu mieux expliquer les perceptions des vaccins Covid chez ces soignants et les perceptions également de l'obligation dans cette équipe. Et je vais surtout parler des soignantes, puisque j'ai en majorité interrogé des infirmières et des aides-soignantes. Et donc il y a bien sûr évidemment des enjeux forts sur ces questions de vaccination, et particulièrement pour les soignants, puisque la relation de soins implique une proximité étroite avec les patients, dans un espace souvent saturé d'agents infectieux. Ce qui fait de cette relation une relation paradoxale, puisqu'elle peut à la fois soigner et rendre malade. Et selon Michel Foucault, il s'agit d'ailleurs d'un paradoxe fondateur de l'hôpital moderne, puisque celui-ci a été pensé dans son architecture, son organisation, mais aussi dans ses visées, en grande partie pour répondre à ce problème qu'on appelle aujourd'hui donc infection nosocomiale ou infection associée aux soins. La volonté de guérir donc comme projet de l'hôpital, mais plus encore la volonté de ne pas nuire, primum non nocere. D'un point de vue de l'éthique, il semble bien sûr légitime de se demander s'il est éthique de ne pas se faire vacciner dès lors que l'on a pour mission donc de soigner des personnes rendues vulnérables par la maladie. Ce fut le questionnement mis en avant par les autorités politiques et sanitaires dans la crise du Covid, avec un problème toutefois, me semble-t-il, c'est que cet argument il n'a pas véritablement été débattu et finalement la réponse était peut-être trop souvent contenue dans la question. Plus encore, si on questionne la non-vaccination des soignants d'un point de vue de l'éthique et qu'on envisage de recourir à l'obligation donc pour y remédier, il convient, à mon sens, d'aller au bout du raisonnement et de questionner en retour les conditions et les garants éthiques d'une obligation. Or, le principal argument mobilisé en ce sens fut de recourir à l'approche bénéfice-risque, à savoir que le bénéfice sanitaire et médical apporté par les vaccins était bien supérieur au risque qu'ils engendraient, notamment en termes, bien sûr, d'effets secondaires. Et partant de là, il était éthiquement inacceptable de ne pas se faire vacciner, et partant de là, l'obligation s'imposait si la persuasion ne suffisait pas à convaincre donc, une majorité de soignants. Donc cet argument de la balance bénéfice-risque, il est bien sûr essentiel au débat. Toutefois, il traduit un point de vue, c'est le point de vue de la santé publique et de la rationalité médico-scientifique qui l'accompagne et la soutient. Or, la réflexion éthique, elle ne peut se passer de la compréhension des points de vue des acteurs concernés par des mesures, et en l'occurrence là par des mesures d'obligation. Pour l'anthropologie, il s'agit donc d'apporter un éclairage en contrepoint, mais néanmoins complémentaire, de ceux produits par la santé publique, un éclairage à partir des discours et des pratiques des soignants. Donc commençons par regarder comment les soignantes que j'ai rencontrées appréhendent l'arrivée des vaccins. Donc une part importante d'entre elles affirment avoir été sceptiques et méfiantes lors de l'arrivée des vaccins Covid, essentiellement du fait de la rapidité de leur arrivée sur le marché et de l'urgence donc dans laquelle ils ont été développés, et les risques d'effets secondaires, donc comme les thromboses ou les myocardites, sont aussi évoqués.
Alors précisons qu'à ce moment-là, le vaccin AstraZeneca, il a déjà fait l'objet d'une attention accrue de la part des autorités de santé. Sa place a déjà été revue dans le dispositif vaccinal en raison d'un risque jugé plus important d'événements indésirables, même si le lien scientifique, à ce moment-là encore, il n'est pas véritablement établi. Du point de vue, en l'occurrence, de la Haute Autorité de Santé et des autorités scientifiques. C'est elles qui disent que ce lien n'est pas véritablement établi, mais par mesure de précaution. Quoi qu'il en soit, donc, au moment de cette enquête, AstraZeneca il n'est pas proposé dans les hôpitaux, et dans le service dans lequel je mène l'enquête, c'est Pfizer qui est utilisé, ce qui rassure en grande partie même les soignantes, mais ce qui n'empêche pas quand même que le risque d'effets secondaires soit évoqué. Ce qui semble alors en jeu ici, c'est la différence entre le risque tel qu'il est envisagé et construit par la santé publique, d'un côté, c'est-à-dire principalement à partir de logiques métriques, et d'un autre côté, la façon dont il est vécu par les acteurs, c'est-à-dire avant tout comme un danger qui est représenté mais qui est aussi éprouvé et incarné, même si ce danger finalement il n'est que potentiel. Alors, comme le note l'anthropologue Noélie Vialès, le risque peut être infinitésimal, donc là, point de vue de la santé publique, alors que pour un acteur, le danger il peut être considérable. Donc les rationalités propres aux acteurs sociaux, elles sont prises dans des expériences sensibles et sociales qui parfois entrent en tension avec les rationalités médicales et scientifiques. Il semble qu'interroger ce différentiel justement dans un autre couple, ou peut-être une autre balance que celle bénéfice-risque, en complément en tout cas, donc dans ce couple risque-danger, il paraît essentiel pour comprendre comment sont reçus les discours de prévention par les acteurs sociaux et des vaccins ou des mesures sanitaires à l'égard de ces vaccins. Autre élément qui me semble important de souligner, les autorités s'évertuent à dire, pour rassurer et inciter, qu'on a suffisamment de recul sur les vaccins, notamment du fait d'études déjà réalisées avec des cohortes très importantes de vaccinés, ce qui est bien sûr le cas, mais du point de vue de plusieurs soignantes, c'est avant tout le recul temporel qui manque. Autrement dit, la possibilité que surgissent finalement des effets indésirables à moyen et long terme. Et là, il y a donc une incertitude à laquelle la science, à ce moment-là, n'est pas véritablement capable de répondre, semble-t-il, si ce n'est en s'appuyant sur d'autres expériences et d'autres vaccins pour dire que la survenue d'effets à moyen ou long terme, en se basant sur les expériences d'autres vaccins, elle est quasi nulle finalement. Et on peut se demander dans quelle mesure cet argument il suffit à convaincre, d'autant plus que les vaccins ARN sont présentés et reçus par le public comme une nouvelle technologie également. En tout cas, pour certaines soignantes, cette incertitude, ce n'est pas vraiment un problème finalement, puisque beaucoup s'estiment suffisamment âgés pour ne pas redouter la survenue d'un effet indésirable à long terme. Cependant, elles disent comprendre les réticences de collègues plus jeunes ou exprimer leur hésitation à faire vacciner, par exemple, des enfants. Et donc là, on rejoint pas mal d'études qui ont été faites sur le souci des mères dans la vaccination des enfants. C'est un sujet qui a beaucoup été abordé par les sciences sociales, et les sociologues notamment. Donc dans ce corpus, on a environ une moitié de soignantes qui expriment avoir eu des craintes et des réticences, et l'autre qui affirme avoir été soulagée à l'arrivée des vaccins et ne redouter aucunement se faire vacciner. De même, certaines soignantes disent avoir attendu de voir ce que le vaccin faisait à leurs collègues primo-vaccinés. Finalement, un peu à la façon d'une vérification empirique, sur le tas presque, qui se ferait au plus proche de l'expérience de ce qu'un vaccin peut faire ou non au corps. Mais à l'inverse, il faut le souligner aussi, il y a d'autres soignantes qui témoignent d'une certaine fierté à s'être fait vacciner très tôt dans la campagne, justement pour montrer à leurs collègues et également à leurs proches, qui pouvaient émettre des hésitations ou des réticences, qu'ils n'avaient rien à craindre. Donc ça se joue dans les deux sens. Et donc des comportements et des pratiques finalement assez variés, mais avec des points communs qu'il faut là encore souligner. Tout d'abord, lors de l'enquête, toute l'équipe médicale comme paramédicale est vaccinée. Donc enquête réalisée à l'été 2021, tout début que la loi sur l'obligation vaccinale ait été promulguée. D'autre part, les médecins sont presque unanimement évoqués comme des acteurs clés de la confiance et de l'adhésion à la vaccination Covid. Parce qu'ils ont été des relais d'information, ils ont permis finalement, et donc là je reprends encore une fois les discours des soignantes, ils ont permis de dissiper la plupart des inquiétudes des soignantes. Alors finalement, en reprenant les analyses du sociologue Anthony Giddens, on peut comprendre le rôle des médecins comme une porte d'entrée avec les systèmes experts que constituent les vaccins. Donc pour Giddens, l'une des particularités de notre modernité, c'est de devoir faire confiance au quotidien
à des systèmes qui sont élaborés à partir de processus scientifiques et techniques dont la grande majorité des individus ne sont pas familiers. Et donc on fait d'une certaine façon une confiance aveugle à ces systèmes experts. D'où de possibles appréhensions quant aux dangers potentiels inhérents à ces systèmes. Mais Giddens nous dit également que certaines personnes se situent à l'interface entre le public profane et ces systèmes, parce qu'ils maîtrisent justement les règles expertes, ou du moins une partie des règles expertes, qui régissent ces systèmes. C'est d'une certaine façon le cas des médecins. Et ce sont eux qui peuvent alors capter et catalyser la confiance des profanes. En ce sens, et sans nier les rapports de pouvoir au sein des hôpitaux, et notamment entre catégories professionnelles, les médecins, parce qu'au plus proche des équipes et dotés d'une capacité à catalyser et à capter une certaine confiance des soignantes, mériteraient peut-être d'être considérés comme des acteurs clés pour œuvrer justement à une certaine éthique de la persuasion. Un autre point important, plusieurs soignantes mettent en lien leur critique des politiques vaccinales avec le traitement dont elles ont fait l'objet durant la crise. Finalement, elles contextualisent. Et donc, beaucoup de soignantes ont le sentiment d'être passées en quelques mois à peine de héros à coupables. Héroïques dans leur capacité à assurer les soins quand les vagues épidémiques menacent de faire dérailler l'hôpital. Pourtant, les soignantes ne se considèrent pas, certainement pas du moins, comme des héros. Et elles disent qu'elles ne veulent surtout pas être considérées comme telles. Elles estiment avoir fait simplement leur métier, mais regrettent qu'il faille une telle crise pour qu'on en reconnaisse l'importance. Et là, c'est le discours des soignantes que j'ai interrogées dans le cadre de cette enquête, mais également dans le cadre d'une enquête plus large qui faisait partie de ce post-doctorat, auprès d'une soixantaine de soignantes. Et donc, c'est des discours qui reviennent très souvent, cette volonté de ne pas être considérés comme des héros et de faire finalement juste leur métier. Ce qui n'implique pas qu'on fasse part des difficultés qu'on puisse avoir à faire son métier dans cette situation de crise. Et quelques mois après les premières vagues, les discours d'incitation à la vaccination tenaillent d'une certaine façon les soignantes entre culpabilisation et responsabilisation. Les soignantes enquêtées jugeaient alors qu'ont rapidement été oubliées les responsabilités qu'elles ont prises et la façon dont elles se sont exposées au virus, exposées à la souffrance des patients, à la mort bien sûr des patients, bien plus fréquente qu'en temps ordinaire, et également à la souffrance des proches. Beaucoup de soignantes sont donc très critiques à l'égard de la façon dont finalement elles ont été traitées par les autorités et surtout par les institutions et par leur institution, l'hôpital. Pour ces soignantes, la question de l'obligation, elle ne peut donc faire l'économie d'une réflexion plus large sur leur expérience de cette crise et surtout sur le manque de reconnaissance qui en ressort. On peut également interroger l'échec relatif de la persuasion au regard de ce sentiment de manque de reconnaissance envers les institutions. En tout cas, venant des institutions, pardon. En effet, orienter le questionnement éthique en faisant peser tout le poids des responsabilités sur les individus empêche les institutions de faire l'examen de leurs propres pratiques, notamment quant aux façons d'obtenir la confiance des publics. Alors même que, comme le soulignent Anne-Marie Moulin et Gaëtan Thomas dans un article, la problématique de l'hésitation vaccinale, je cite, « s'étend bien au-delà de la santé publique, elle porte sur les rapports entre le corps et les autorités, le corps et la science, le corps et le politique. » Elle est donc aussi profondément une problématique qui met en jeu l'individu et les collectifs dans leur rapport aux institutions. Et à ce sujet, Maya Goldenberg va plus loin en montrant que c'est la confiance épistémique qui lie les individus aux institutions. Et donc, lorsque celle-ci s'effrite, c'est aussi la légitimité épistémique et morale des institutions qui est en question. Et donc, la légitimité de leurs recommandations, qui peuvent notamment être des recommandations sanitaires. En outre, et c'est sur cette hypothèse que j'aimerais conclure, ce décrochage de la confiance épistémique et morale ne serait-il pas aussi en lien profond avec plus largement un décrochage entre les valeurs du soin incarnées par les soignants et celles promues par leurs institutions? Ces dernières mettent l'accent sur la qualité et la sécurité des soins, très souvent, peut-être trop souvent, à partir d'outils issus notamment du New Public Management, quantification, performance, leadership, benchmarking, etc., etc., qui sont des notions clés de ce principe, si ce n'est de cette idéologie. Et ça tend à décontextualiser finalement les pratiques de soins, alors même que celles-ci sont entravées par des logiques d'austérité budgétaire. En cela, l'éthique du soin incarnée par les soignantes peine à se réaliser au quotidien, créant des souffrances professionnelles et plus encore une remise en question du sens même du travail de soins.
Cette réalité peut peut-être expliquer en partie la perte de confiance épistémique et morale des soignants envers les discours et recommandations de leurs institutions politiques et de santé. Et pour terminer, il paraît important de s'interroger également sur les effets potentiels d'une mesure dans le public ciblé, en l'occurrence la mesure d'obligation. Le manque de personnel soignant est aujourd'hui un problème de santé publique. Outre la question de l'éviction ou de la réintégration des non-vaccinés, l'obligation semble accroître le fossé et l'incompréhension entre les soignants et leurs institutions. Et donc, et là c'est un peu de la prospective, ce n'est pas des choses qui résultent directement de l'enquête, c'est des fils que je tire et qui sont à explorer. Et donc peut-être que l'obligation est en mesure également de participer aux nombreuses reconversions, aux arrêts de travail et plus largement à la perte d'attractivité du métier de soignant, par le fossé qu'elle va creuser finalement entre le public de soignants et leur rapport à l'institution à laquelle ils appartiennent. Pour véritablement conclure, il me semble intéressant une enquête de la fédération, du comité éthique de la Fédération hospitalière de France qui est sortie il y a peu de temps, qui s'appelle « Prendre soin des professionnels de santé » et qui rend compte d'une certaine façon de cette problématique. Donc, des milliers de personnels ont été interrogés dans les assistances publiques des hôpitaux de Marseille, de Paris et d'ailleurs. Et une majorité de soignantes, de l'ordre de plus de 80%, se disent fiers de leur métier et avoir un véritable sentiment d'utilité, mais plus de la moitié disent ne pas recommander leur métier à quelqu'un. Et donc là, il semble qu'il y a un vrai décrochage entre les valeurs qu'on incarne aussi en tant que soignant et qu'on peut transmettre. Et là, ce principe de transmission ne se fait plus, en l'occurrence du fait de principes de perte du sens de travail, notamment. Et voilà, c'était pour interroger plus largement le contexte dans lequel s'inscrivent des mesures et qui me semble important de mettre en évidence, et plus que ça me semble important personnellement, ou du point de vue de l'anthropologie, c'est que c'est les soignantes de l'enquête qui, à chaque fois, dérivent finalement vers ce sujet-là quand on parle de l'obligation. Donc, preuve qu'il y a un lien direct pour elles à questionner aussi ce contexte. Merci beaucoup, Clément. Il y avait plein de choses, tu as tiré de nouveaux fils, en effet. Est-ce que vous avez des questions, des réactions à ce qui vient d'être dit? Oui. Discuter le fil relation entre obligation vaccinale des soignants et possible désaffection de cette profession. J'ai peu de mal à suivre, parce que cette désaffection a commencé avant le Covid, bien avant le Covid. Et il existe des vaccins obligatoires, comme l'hépatite B par exemple, et encore aujourd'hui, même si l'HAS a dit le contraire, diphtérie, tétanos, polio pour les soignants, qui ne sont pas remis en cause et qui ne sont pas objets de doute. Et l'obligation vaccinale est un problème en soi, enfin bon, à peu près, quand même, en masse, il a été réglé, mais je ne suis pas sûr, le lien que vous faites, enfin, la suggestion que vous faites, qu'il y ait un lien avec que ça accentue la désaffection pour ces métiers, j'ai quelques doutes. Non, mais d'un point de vue scientifique, je ne peux pas affirmer que ça accentue. En tout cas, il me semble que c'est important de réfléchir en termes de santé publique aussi. Donc, il y a la question de l'apport des vaccins sur le risque de transmission et sur l'infection associée aux soins. Mais en termes de santé publique, il faut se poser la question également de quand on met en place des mesures qui sont vécues difficilement par les soignants, mais du fait d'un contexte plus général qui n'est pas l'obligation vaccinale, qui est, vous l'avez dit, une désaffection déjà en amont, qu'il y a des études qui montrent que cette désaffection a été renforcée, accentuée par la crise du Covid. Et là, l'obligation, c'est une toute petite chose dans un ensemble très important de choses qui ont participé de la crise. Moi, je ferai un lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure sur la Martinique, c'est-à-dire Martinique, il a parlé des conditions sociales, de vie, de précarité, etc. Et là, on peut dire aussi que les soignants, actuellement, il y a une perte de sens, perte de valeur, précarité aussi. On reconnaît plus, on fait plus correctement son travail et on a l'impression d'être maltraitant. Et peut-être qu'effectivement, la Covid et l'obligation vaccinale, vous l'avez très bien dit, d'abord on était des héros, après on est passé comme des vilains parce qu'on ne voulait pas se faire vacciner. Donc il y a des personnes qui se sont fait vacciner, mais qui se sont fait vacciner peut-être aussi parce que sinon ils n'avaient plus leur métier, quoi. Et je pense que c'est un peu similaire à la Martinique, quoi. Et je pense que vous avez entièrement raison dans ce que vous dites, quoi.
ça a pu accentuer parce qu'ils ont quand même vu des collègues qui du coup ont été obligés d'arrêter de travailler alors que les conditions actuellement sont difficiles, le recrutement est difficile et ça n'a fait qu'accentuer la situation que les soignants ont vue, quoi. Oui, le choix de se faire vacciner ou pas, il participe de beaucoup de choses. Par exemple, il y a des soignantes qui sont... Déjà, il y a une seule soignante, alors c'est pas représentatif au sens statistique du terme, puisque c'est une quinzaine d'entretiens dans le campus. Il y a une seule soignante qui dit s'être fait vacciner au dernier moment quand il y a eu la loi de l'obligation, sinon toutes les autres l'avaient fait a priori bien avant. Donc il faut aussi relativiser par rapport à ça finalement. Les perceptions de l'obligation, je le relate un peu plus dans l'article. Pardon ? L'obligation avait permis de vacciner 10 à 15% des professionnels de santé. D'accord. Et les perceptions de l'obligation, souvent, il y a des discours très nuancés qui consistent à dire c'était sans doute la seule chose à faire, mais peut-être que les mesures de perte de salaire, d'éviction sont contre-productives. Enfin, il y a tout un ensemble de discours très variés, finalement, qui ne permettent pas de tirer quelque chose homogène dans le rapport à l'obligation ou au vaccin. Mais après, par exemple, il y a aussi des gens qui sont vaccinés, parce que l'autre risque de ne pas se faire vacciner, c'est de voir des mesures très contraignantes de confinement, etc., perdurer. Donc en fait, il y a tout un tas de motifs qui font qu'on se vaccine. Mais après, voilà, moi, comme vous l'avez très bien dit, mon propos... Non, je sais, non, mais... Bien sûr. Clément, ouais. Merci beaucoup. 2 questions spécifiques. Est-ce que tu as vu des différences entre aide-soignante, infirmière, cadre ? Alors je sais que l'échantillon n'est pas énorme, donc c'est dur de faire des comparaisons, mais est-ce qu'on pressent des différences ? Et 2, c'était, si j'ai bien compris, dans le service de réanimation où je suis passé un petit peu aussi. Et donc ils ont été, ton échantillon, c'est ça ? C'est un autre service. C'est un autre, bon. Ils ont été, en tout cas, eux, c'est un service de gens qui ont vu des gens mourir. Alors qu'il y a d'autres soignants qui étaient plus loin de ça. Est-ce que par rapport à ce qu'on sait de la façon dont on réagit des soignants, alors il y a ceux aussi qui étaient en EHPAD, qui ont vu aussi beaucoup de décès, mais est-ce qu'il y a une spécificité de cet échantillon-là que tu as particulièrement noté du fait d'être en réanimation ? Alors, sur infirmière et aide-soignante, sur 15 entretiens, c'est dur. Ce qui ressort, c'est que les aides-soignantes sont peut-être celles qui témoignent un peu plus de critiques à l'égard de l'obligation, mais c'est aussi celles qui sont, d'une certaine façon, qui ont les métiers les plus physiques. Enfin, si on rapporte encore une fois, après je ne vais pas tirer des fils peut-être trop prospectifs, mais bon, je ne sais pas ce que ça veut dire sur un campus de 15 personnes. En tout cas, oui, il y a une légère différence, mais moi j'ai quand même tendance à dire que je les rassemble dans mes propos en tout cas. Puis là, je ne pouvais pas développer plus. Sur le service, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un service de réanimation oncologique. Donc, on pourrait imaginer qu'il y a il y a quelque chose de différent peut-être qu'elle est sortie, du fait que c'est quand même des patients qui sont sous traitement, immunodéprimés, etc. Et en fait, c'est pas quelque chose qui ressort des entretiens. Alors après, c'est toujours compliqué en tant qu'enquêteur en sciences sociales, parce qu'il y a des questions aussi c'est difficile de trouver la bonne posture et la bonne tournure dans les questions, pour pas les poser trop frontalement et pour pas avoir des réponses ou trop attendues parce que biais de désirabilité sociale, ou créer une distance trop forte avec les soignants. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui est ressorti, cette spécialité de la réanimation oncologique. Merci beaucoup Clément. On va devoir s'arrêter là pour cette intervention. Et donc, Anna Zielinska intervient maintenant. Merci Anna. Sur donc, la levée des brevets et les biens publics mondiaux.